Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 1er février 2022 et c'est le numéro 261. Dans cet épisode, on vous explique pourquoi Spotify est l'objet de critiques, au point que certains artistes américains emblématiques veulent retirer purement et simplement leur musique du service de streaming numéro 1. On aura aussi quelques infos autour de la sécurité et plein d'errements, d'hésitations, de changements d'avis et pas des moindres, notamment Meta, ex-Facebook, qui revend son projet de crypto-monnaie Diem, Nvidia qui jette l'éponge pour le rachat d'armes et aussi Google qui veut revenir, pourquoi pas, sur les appareils du futur. Et c'est sûr maintenant, les appareils du futur, c'est les tablettes. Je suis Guillaume Vendée et je suis très fier de retrouver le vulgarisateur de la tech numéro 1 dans le monde du podcast, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Voilà, c'est ça, je sais pas, le Jamie du podcast. Ah oui, ça va flatteur, très bien, flatteur. oui. Je pense que tu peux le prendre comme ça. Tu sais qu'on a eu des bons retours sur l'épisode de format Tech Café Weekend qui a été diffusé donc ce week-end dernier et qui parlait de la blockchain avec un dossier donc très complet sur les origines, sur le fonctionnement très concret de la blockchain, sans d'ailleurs trop rentrer dans les fonctionnements des NFT, des crypto-monnaies, mais vraiment ce que c'est que la blockchain. Et on a eu plein de retours positifs. On nous dit que tu es un vulgarisateur hors pair. Donc si vous écoutez là cet épisode hebdo et que vous n'avez pas l'habitude d'écouter les épisodes week-end, surtout remontez d'un épisode après l'écoute de cet épisode 261 pour profiter de ces explications. Je pense que ça s'avérera forcément très précieux pour vous. On a tous à en apprendre. Avant qu'on attaque donc nos news, l'indépendance, je voulais vous le rappeler, du contenu qui vous est apporté dans Tech Café est garanti parce que le podcast est largement financé par ses auditeurs. Si vous ne faites pas encore partie des auditeurs engagés, je vous invite à aller sur la page patreon.com/techcafé et vous abonner. Créer un compte prend quelques minutes et puis vous pouvez contribuer à la hauteur de quelques euros chaque mois et profiter en échange d'un accès au podcast sans la pub et avec en plus des fonctions de chapitrage. Vraiment ça va très très vite, hein. J'ai eu des retours qui me disaient effectivement ça va très très vite de se créer un compte sur Patreon si on n'a pas de compte existant et puis vous avez grâce à cette action très simple un pouvoir énorme sur notre travail. Foncez vite sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup au passage à Régis Bourgiac, à Dark Aliasing, Grégory Fedrierde et Olivier Delclos qui soutiennent évidemment activement le podcast. Au passage, Guillaume, tiens-toi bien, je n'ai plus d'avis sur Apple Podcast. On a tout relayé épisode après épisode. Nous sommes à jour. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller jeter un coup d'œil sur Podcast Addict parce qu'il y a la possibilité aussi de laisser des avis et j'irai regarder pour le prochain enregistrement. Mais sachez que si vous n'aviez pas laissé votre avis Apple Podcast, c'est peut-être le moment de le faire. Il sera cité à l'antenne. Il sera d'autant plus cité dans le prochain épisode si jamais vous mettez 5 étoiles, bien évidemment. Mais on lit tous les commentaires, sachez-le. Et puis de toute façon, vos réactions sont sur techcafé.fr dans les commentaires de l'article qui accompagne cet épisode et dans lequel vous retrouvez tous les liens qui sourcent le contenu de ce qu'on aborde. Vous savez, c'est Guillaume qui prépare notamment une veille très active sur tout ce qui se passe dans la tech et qui source chacun des sujets qu'on aborde. Donc vous cliquez sur les liens, vous avez tous les articles qu'on a pu consulter, entre autres. Et puis vous pouvez aller vérifier et aller plus en profondeur sur des sujets qui sont avancés. Et puis sachez, ça y est, j'ai retroussé mes manches et je suis désormais activement, j'étais pas présent suffisamment, mais je suis activement présent maintenant sur le serveur Discord de Tech Café. Le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez discuter entre vous et avec nous avec grand plaisir. Guillaume, sans autre forme de procès, on va donc aborder cet épisode 261 par une actu qui est marquante à double titre. D'une part parce que dans le monde de la tech et dans le monde du rôle des plateformes vis-à-vis de la désinformation, c'est évidemment assez marquant que de parler de ce podcast, de la présence de Joe Rogan, qu'on avait déjà relayé dans un précédent épisode de Tech Café quand Spotify avait acquis les droits du Joe Rogan Experience, son podcast, pour les diffuser en exclusivité sur Spotify. Mais ça c'est pour le monde de la tech, mais évidemment on est dans un podcast. Alors Guillaume, on se doit de parler de cette actu marquante qui du coup intègre une composante forte sur un podcast emblématique. Je crois que c'est le podcast le plus écouté au monde. Je vais être très transparent avec toi Guillaume. Je n'écoute pas Joe Rogan, mais forcément c'était compliqué de passer à côté dans l'actu de cette semaine. Ouais, t'es pas le seul, parce que Joe Rogan il est pratiquement inconnu en France, c'est normal, c'est une star aux États-Unis. Évidemment c'est un podcast anglophone, donc je pense pas que ce soit très écouté
hors de la zone anglophone, quoi. Hein. Donc, d'ailleurs, qui est Joe Rogan, hein, c'est le gars a 54 ans, il a commencé comme humoriste, donc il a joué dans des séries télé, il a été animateur sur Fear Factor, il est commentateur des matchs d'UFC, Ultimate Fighting, hein, et il est lui-même aussi champion de taekwondo. Il pratique d'autres arts martiaux, tout ça. Voilà, c'est un gros costaud, voilà. Il est costaud, il est très costaud. Ouais, c'est vrai que ça donne pas envie de le contredire en face à face. Chauve. Et voilà, et depuis 2015, il anime un podcast qu'il a nommé en toute modestie The Joe Rogan Experience. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a du succès, puisqu'il a quand même 11 millions d'écoutes mensuelles, soit, j'imagine, légèrement plus que Tech Café d'une courte tête. Un petit peu plus, oui. Donc Joe Rogan fait du talk show, il discute avec des invités, puis bon, vu sa notoriété, il a vu passer un paquet de personnalités. Alors non seulement des médias américains, mais aussi des célébrités mondiales. Hein. Je veux dire, il a accueilli pêle-mêle Elon Musk, Edward Snowden, Jack Dorsey, Andrew Yang, Macaulay Culkin, Miley Cyrus, Bernie Sanders, Lance Armstrong, Neil deGrasse Tyson et Mike Tyson, qui ne sont pas du tout reliés, mais alors pas du tout. Vraiment. Donc c'est très très éclectique, et ça l'est même tellement qu'il a aussi invité Alex Jones ou Ben Shapiro, qui est éditeur à Breitbart News. Bon, voilà. Donc... Mais c'est un exploit, hein, d'ailleurs, au passage. Un exploit, oui. Petite parenthèse, parce que je pense que d'attirer autant de personnes, ça se fait avec le temps, avec la durée, avec aussi l'ADN que tu peux avoir quand tu portes une émission comme ça pour lui. Et c'est vrai que c'est pas neutre, hein, il faut quand même le souligner. Ouais, après, bon, aller là-bas, ça a l'air plutôt cool, parce que l'ambiance pendant l'enregistrement, ça peut être très 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 informel quand même. Hein, tu vois, ça peut boire sec, ça peut fumer sec. On se rappelle d'Elon Musk qui avait évidemment, fumé un pétard. Se souvient l'épisode du joint d'Elon Musk, évidemment. Donc il y a des épisodes où ça part en sucette, en fait, assez sérieusement. Et le show de Joe Rogan, c'est de l'entertainment, ça discute entre gars qui ne sont pas forcément des spécialistes des questions qu'il traite. Et Rogan lui-même étant spécialiste en sport de combat, hein, donc voilà, ses prises de position sont parfois très limites. Et il se défend le plus souvent par, vous savez quoi, la liberté d'expression. Hein. Mais bon, son podcast est super populaire et Spotify, qui veut devenir la plateforme number one du secteur, elle a payé quand même $100 millions. Et voilà, l'exclusivité, ça fait cher. Alors bon, quand Neil Young leur a dit « Joe Rogan dit de la merde sur le vaccin, vous le virez ou c'est moi qui pars », Spotify, il a répondu « lol, non ». Donc Neil Young, c'est un musicien rock country pop, quoi, qui est assez légendaire outre-Atlantique, hein, mais bon, c'est pas Taylor Swift, quoi, tu vois, déjà il a 76 ans. Donc Joe Rogan, lui par contre, c'est 1 million de revenus publicitaires par mois, alors que Neil Young, ça doit probablement rapporter que dalle à Spotify, peut-être même qu'il doit payer Warner pour l'avoir, et que ses écoutes mensuelles doivent pas être tellement énormes, mais bon. Voilà, dis-moi quelle est, voilà, son... Bon, ça doit être conséquent, mais c'est vrai que comparé à Joe Rogan, quand même un petit peu assez anecdotique. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, alors, évidemment, tu peux pas te couper l'audience de Joe Rogan, hein, si tu veux peser dans le milieu du podcast, donc ciao Neil Young. Alors c'est pas juste Neil Young en fait, loin de là, parce que ce scandale-là dans son ensemble, il est pas très surprenant. Parce que Joe Rogan, il a déjà pris des positions discutables par le passé, et sur le sujet précis du Covid et du vaccin Covid, ça couvre depuis longtemps, et ça demandait qu'à péter, en fait ça demande qu'à péter depuis le 31 décembre, donc c'est depuis un épisode avec le docteur Robert Malone, qui a affirmé que le vaccin empirait la maladie, et il le clame sur un podcast avec Alex Jones aussi, sur le journal USA Today. Donc Malone se prétend d'ailleurs l'inventeur du vaccin ARN, carrément, voilà, c'est lui qui a inventé le vaccin ARN, donc ça sent un peu le mytho, et c'est seulement le dernier épisode d'une longue série de propos douteux, voire dangereux, tenus par Rogan en avril dernier déjà. Il a encouragé les personnes jeunes et en bonne santé à ne pas se faire vacciner, il dit que les confinements empiraient la situation, il affirme qu'Alex Jones a raison 80% du temps, y compris à propos des puces implantées dans le bras, du coup, what the fuck, j'ai même pas compris. Il a dédié un épisode complet à l'invermectine, donc c'est ce médicament qui, outre-Atlantique, a la réputation complètement usurpée d'être efficace contre le Covid, alors qu'en fait il est inefficace et potentiellement dangereux. Bon, il a relayé des délires de l'extrême droite américaine concernant la flambée de Covid liée au passage des Mexicains à la frontière, de l'espionnage des SMS de la population, que Biden n'avait pas vraiment reçu une dose de rappel. Il a aussi affirmé que les vaccins ARN c'était de la thérapie génique. Voilà, et je vous passe les sorties sexistes, demandez à Angelina Jolie ou Lauren Sanchez, ou les sorties racistes, demandez aux Chinois, ou les sorties anti-trans. Bon, à force d'inviter des gens à dire de la merde et d'en dire soi-même, il fallait bien que ça arrive, tu vois. Donc c'est Neil Young, mais c'est aussi Johnny Mitchell, Nils Lofgren, qui est guitariste de Springsteen, c'est James Blunt, c'est aussi un autre host ultra connu outre-Atlantique qui apparemment arrête, c'est Brené Brown, qui arrête provisoirement son truc. Il y a même le prince Harry et Meghan Markle qui ils ont les droits avec du contenu sur Spotify, effectivement. Et accessoirement, juste comme ça au passage, on les mentionne rapidement, on fait ça aussi des dizaines de scientifiques qui envoient une lettre ouverte à Spotify pour qu'ils se bougent.
Et puis c'est la bourse aussi, parce que voilà, la bourse elle demande de se bouger, parce que son action a, à l'occasion de ce scandale-là, quand même perdu 6% et atteint son niveau le plus bas depuis presque 2 ans. Ça a remonté un petit peu depuis, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Donc c'est assez rapidement devenu un véritable scandale en fait, et qui pose la problématique inévitable, qui donne des cauchemars à toutes les plateformes, c'est-à-dire la modération. Bah ouais, c'est pas la première fois en plus qu'on parle de modération, mais j'avais pas vu venir un problème du côté de Spotify, et pourtant je pense que c'était acté le jour où Spotify avait acquis les droits de Joe Rogan, parce que objectivement sur le papier, tu peux pas modérer un mec comme Joe Rogan. Je pense que dans son ADN, foncièrement, quand tu acquiers les droits pour un tel podcast, un tel contenu, bah forcément ça n'a du sens que si tu ne brides pas le contenu. Et inversement, bah tôt ou tard, il y avait forcément des débordements à voir arriver, et ils vont être associés maintenant dans leur image. Donc c'est cool de voir Spotify qui se retrouve un petit peu dans un tel caca et de voir comment ils vont réagir. Une petite parenthèse au passage, tu dis James Blunt, c'est rigolo. Je sais pas si James Blunt, il fait preuve d'autodérision de manière assez remarquable, où il a dit lui qu'il menaçait de mettre en place un nouvel album sur Spotify si jamais il ne retirait pas de Joe Rogan. Je trouvais ça très drôle au passage. Ouais, c'est vrai, mais il y a eu des trucs assez marrants. Par exemple, Apple, qui a essayé de tirer la couverture à lui, a dit nous, par contre, on a Neil Young, on est la maison de Neil Young, on est de tout cœur avec lui et tout. Bon, évidemment, c'est toujours avec des pareil. Notifications, pour ceux qui utilisent Apple Music aux États-Unis notamment. Eh oui, il a un cœur d'or, Apple, c'est une golden. Donc ouais, enfin bon, évidemment, Joe Rogan, comme tu dis, voilà, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens justement écoutent parce que il est débridé le mec lui-même, c'est quand même une grande gueule, faut le dire, et je pense que ça fait partie du truc. Mais bon, évidemment, si tu votes Trump aux États-Unis, je pense que tu peux écouter Joe Rogan assez librement. Non, mais sur Spotify. Ouais, je pense que ça s'arrête pas là, mais c'est vrai que voilà, le mec a une grande gueule, ça fait partie du truc, mais quand même, ça l'excuse pas de tout, tu vois, parce que, alors évidemment, de son côté, Joe Rogan se défend d'ailleurs, en quelque sorte, il se défend, parce que bon, déjà, il dit que ses podcasts, c'est juste, il s'assoit, il discute, parce qu'il a souvent aucune idée de quoi il va parler, et il ajoute, je sais pas s'ils ont raison ou tort, je suis pas médecin, je suis pas scientifique, je suis juste un mec qui s'assoit et qui discute. Bon. Tu vois, pour le coup, ils ont peut-être plus d'audience que Tech Café, mais je pense qu'il y a plus de préparation en amont d'un épisode de Tech Café que c'est pour l'impression un que épisode de ça Joe Rogan. donne si on en croit Joe Rogan, enfin, si on en croit ce qu'il dit. Mais bon, voilà, en somme, sa défense, c'est qu'il est exactement comme votre tonton au café du coin qui refait le monde en picolant avec des gars qui passent au comptoir, des gars C'est random. exactement ça. La question qui se pose, c'est à quel point ça vaut le coup que millions de personnes écoutent Tonton dans ses délires chaque mois. Mais bon, si Joe comprend pas tout, Spotify, lui, il comprend bien, je pense, même s'il préférerait ne pas. Parce que quand t'es une plateforme, t'as un grand pouvoir, tu sais bien, grand pouvoir, grande responsabilité, voilà, les grandes responsabilités, ça saoule. Donc Spotify veut être une plateforme de podcast, mais c'est bien, mais dans les podcasts, il y a des gens qui parlent. Regardez-moi, j'arrête pas, je suis véritablement moule à parole, j'arrête pas de parler. Bon, et donc il faut faire des choix. Donc Neil Young ou Joe Rogan, c'est vite fait, vu le pognon rapporté respectivement par l'un et l'autre. Par contre, décider de juste décider de où moi, ou les Joe, ou les autres podcasters, en général, on peut aller trop loin, jusqu'où est-ce qu'on peut aller trop loin, ça c'est plus chaud. Donc le 30 janvier, Spotify, de mauvaise grâce, a bien dû sortir du silence et publier un ensemble de règles. Apparemment, c'est des règles qui sont normalement déjà en vigueur, mais qui n'ont pas encore été publiées, donc elles sont désormais sur le site, elles sont publiques. Donc Daniel Ek, donc le PDG de la boîte, affirme ne surtout pas vouloir devenir un censeur, évidemment. Néanmoins, il publie une liste de règles et sont interdits, alors déjà tout ce qui est illégal, incitation à la haine, porno, appel au viol, inceste, cruauté envers les animaux, torture, mutilation, contenu sensible, on va dire, s'y attendait un minimum. Le contenu faux aussi, donc le plagiat, l'imposture, la contrefaçon, le mensonge, le détournement, etc. Et enfin le contenu dangereux, alors encouragement au suicide, à la violence en général, contenu extrémiste, harcèlement, doxing, incitation au racisme, sexisme, déshumanisation, vente d'armes, de drogue, pédophilie, bon, ok. Et donc des trucs dangereux pour la santé, et là c'est assez marrant, parce qu'il y a une section qui a l'air spécifiquement dédiée au délire de la droite américaine, concrètement, parce que je veux dire, par exemple, il y a « ne pas encourager à boire de l'eau de Javel pour se guérir d'une maladie ». Non mais c'est vraiment spécifique quand même. C'est vrai que c'est spécifique à ce que avait dit Donald Trump. Il avait dit pourquoi est-ce qu'on testerait pas de se désinfecter en buvant de l'eau de Javel. C'est bon, ok. Il y a aussi ne pas encourager les gens à se contaminer volontairement pour être immunisés. Bon. Ne pas dire que les services de santé veulent vous tuer. Ne pas affirmer que le sida, le cancer ou le Covid n'existent pas. Bon. Donc voilà, pour Spotify, les épisodes de Joe Rogan en question ne seraient pas suffisamment hors des clous, en gros. Mais bon, il a quand même décidé de rajouter en plus un lien, donc sur les épisodes qui parlent du virus, le lien vers un hub d'information Covid-19. On verra bien si ça suffit à calmer le truc ou pas, mais ça a quand même dégénéré en un gros scandale. Et finalement, aussi, oui, ça a le mérite
de mettre les points sur les i, quoi, tu vois. T'es une plateforme, voilà, les gens postent du contenu, il faut modérer, c'est la vie. Oui, je pense que Spotify avait probablement pas anticipé, au moins dans cette proportion-là, le fait que quand tu te mets dans une distribution de contenu de ce type, qui est créé presque au jour le jour, hein, je caricature, mais évidemment, une émission de Joe Rogan, c'est pas un album qui est préparé pendant des mois, voire des années, qui arrive et qui est diffusé, et c'est évidemment du contenu qui est fait au fil de l'eau sur des sujets d'actualité sur lesquels tu peux absolument pas mettre en place de contrôle. Aujourd'hui, Spotify, il se heurtait dans le même type de problématique à quoi ? À des paroles de chansons qui pouvaient gêner, qui pouvaient être déplacées. On a pu taxer... Bon, je voudrais pas rentrer dans des polémiques trop locales et puis qui sont dans des proportions tout à fait différentes. Mais Orelsan, qui dans son dernier album et dans d'autres albums d'ailleurs, avait dit certains propos qui peut-être peuvent en choquer quelques-uns. C'est ça en fait les problèmes qu'avait Spotify. Mais quand ils veulent être des porteurs de contenu exclusif, c'est-à-dire pas encore une fois simplement une application de podcast qui distribue du contenu qui est disponible partout, mais simplement comme étant une plateforme qui propose du contenu exclusif, eh ben ils vont falloir qu'ils prennent ce sujet à bras le corps, et je suis vraiment pas certain que simplement mettre des messages d'avertissement comme ils le proposent dans l'application en disant bon, pour les contenus un peu limites sur le Covid, cliquez ici pour avoir des infos un peu factuelles et un peu sourcées. Je suis pas sûr que ça suffise, mais du coup c'est bien, ça va leur faire une grosse alerte, et je suis pas certain qu'effectivement ces quelques artistes qui s'en aillent, aussi emblématiques soient-ils, les fassent profondément bouger, mais probablement que c'est un mouvement aussi qui va en inspirer d'autres, et ça va les obliger à mettre en place des actions peut-être. Oui, ça va être toujours très compliqué parce que forcément, Joe Rogan aussi, il va peut-être commencer à essayer de voir un petit peu. Du coup, bon, je sais pas, il y a plein de gens, à mon avis, qui vont... je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ça y est, on commence à censurer, Joe Rogan il va s'auto-censurer, c'est parti, c'est la Stasi et tout ça. Enfin, bon, t'as raison. Ça va être compliqué, ça risque de partir en couille. Mais bon, on verra bien. On vous relaiera tout ça. Le gros problème là-dedans, je trouve quand même, hein, et peut-être qu'on peut mettre notre point de conclusion là-dessus, c'est que je pense pas qu'on puisse décemment créer du contenu qui a une telle audience et savoir qu'il y a autant de personnes qui t'écoutent, qui te voient, qui te suivent, et simplement dire vous savez, moi j'aborde des sujets, je suis pas un expert, quoi. Je pense que ça c'est vraiment une excuse aujourd'hui quand t'as une telle audience, et surtout je pense qu'il a des équipes de fous derrière qui peuvent l'aider sur des aspects éditoriaux, donc c'est vraiment plus une excuse même. On va changer un petit peu de rubrique et on va mettre de côté ces aspects polémiques, bien que je suis sûr qu'il y aura des éléments d'actualisation dans futurs épisodes de Tech Café, pour parler d'enjeux un petit peu de sécurité. Tu vas nous parler tout simplement de Lockbit qui aurait peut-être attaqué rien de moins, Guillaume, que le site du ministère de la Justice, enfin plus exactement le portail lié à la justice en France. Ben ouais, alors on sait pas si les données du ministère de la Justice ont vraiment été volées ou quelle est l'ampleur des dégâts. Alors on le sait pas encore avec précision, mais par contre une cyberattaque aurait bien eu lieu. Et donc elle aurait visé non seulement le ministère à travers justice.fr, hein, mais aussi la ville de Saint-Cloud et ESTPM, qui est une boîte qui s'appelle... Ouais. Saint-Cloud, c'est parce qu'ils avaient dû comprendre cloud, tu vois. Je pense que c'est objectivement ça. Voilà. Les Anglais, ils ont pas compris que Saint-Cloud, c'est autre chose que cloud. Pourquoi Saint-Cloud ? Écoute, je sais pas. En tout cas, il y a aussi ESTPM, c'est études, services, travaux parisiens et matériels. Bon. Donc, ouais, ça ratisse large. Après, bon, tu sais, ils ratissent large, les mecs des ransomware. Là, d'après les pirates, ça concernera quand même des milliers de fichiers, presque 10 000 pour le ministère. Et donc, pour éviter qu'ils ne soient publiés, il faudra qu'ils payent avant le 10 février. Alors l'attaque, c'est le groupe Lockbit qui annonce fièrement son exploit sur son site web. Lockbit serait, selon de fortes présomptions, d'origine russe. Bon, on n'en sait pas énormément plus. Quel montant de leur rançon, voilà, est-ce qu'il y a autant de fuites qu'on sait, on ne sait pas. Mais voilà, le fléau des ransomware n'est pas une personne, même pas Saint-Cloud, hein, et surtout par la France en fait. Et c'est même un petit peu étonnant parce qu'il y a une étude de Cyberint qui fait un petit peu l'inventaire des attaques en 2021, et sans surprise, alors la moitié ont lieu aux États-Unis, donc c'est 1352 sur 2845 cas pour être précis, recensés, et avec 146 cas, bon évidemment la France elle semble loin derrière, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'elle est quand même la deuxième position, malgré tout. Et surtout, elle est devant des pays comme le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, toute l'Europe, quoi, tu vois. Donc on est parmi les plus attaqués du monde quand même. Donc voilà. Bon, on est dans c'est le couloir est resserré. Hein. Il y a 146 pour la France, 140 pour le Canada. Mais t'as raison. Si on regarde les proportions en matière de population, etc. Exactement, parce que les États-Unis, ils sont quand même gros. Il y a beaucoup de cibles.
Bon, voilà, de là se demander si on ne devrait pas être un petit peu plus vigilant avec nos systèmes, mais bon, voilà, il faut voir aussi que Logbit, c'est un truc très courant, en fait, c'est la deuxième famille de ransomware star de 2021, après Conti et devant Paysan, et Revol n'est que 5e. Et pourtant, Revol, c'est un de celui qu'on doit avoir le plus, mais en réalité, il y en a plein de familles, et donc voilà, c'est marrant. Alors, les secteurs les plus touchés, si on veut conclure par là, bon, c'est clairement le secteur industriel et de l'énergie. Après, il y a le commerce qui est juste derrière. Après, il y a la finance et l'immobilier. Il y a les services de l'État, mais ils sont que 5e au coude à coude avec les transports. Très maigre consolation, la santé et l'éducation sont en dernier, mais ils font quand même partie du panel, ce qui reste une honte totale. Ouais, ce qui est assez déroutant aussi, c'est que t'as des choses de base en matière de gestion d'un site web qui sont pas faites. Tu vois, encore aujourd'hui, si tu vas alors sur www.justice.fr, ok, tout va bien. Si tu enlèves les W, et ce qui est quand même le cas, je pense objectivement de beaucoup de personnes, de juste taper justice.fr, tu as un message d'alerte. Alors probablement lié, je veux pas rentrer dans les détails, mais sur le fait qu'ils ont pas un certificat dit wildcard, tu sais, qui prend en compte tous les sous-domaines, donc ça doit mettre un message d'alerte, etc. Mais tout est pas clean, et je pense que sur dans de telles époques où il y a autant d'attaques, sur lesquelles les communications et les éléments de réassurance sont aussi importants, et sur un site d'une telle visibilité que justice.fr, ça me paraît complètement dingue. Donc oui, c'est un beau rappel à l'ordre, je pense. On va parler un petit peu aussi de Linux, qui a l'air d'être un petit peu malade et qui semble avoir de vieilles plaies qui se rouvrent, Guillaume. Ouais, tu te souviens peut-être de cette époque où Linux et Mac n'étaient pas inquiétés par les virus, les malwares et tout ça? Absolument, ils sont protégés. Bon, pas autant que iOS, pour le cas du Mac, d'après nos amis de chez Apple, qui disent que si jamais le Mac est vérolé, c'est parce que justement, il n'y a pas autant de limitations que sur iOS. Mais c'est ça. Vous savez ce qu'on en pense. Évidemment, mais bon, à une époque, les amateurs de Mac considéraient les utilisateurs de Windows comme ayant la petite vérole, tous, parce que voilà, c'est les antivirus sous Linux, ça n'existait pas, tout ça. Bon, c'est fini, le Mac, c'est quand même une plateforme populaire maintenant, puisqu'il aurait 8,5% des ordinateurs mondiaux et plus de 16% aux États-Unis. Donc c'est quand même vraiment pas négligeable. Bon, pour Linux, par contre, je suis désolé, mais c'est 0,9% sur desktop. On peut quand même se réconforter en se disant qu'Android, qui est une distribution Linux, représente 40% de tous les systèmes utilisés sur toutes les machines confondues et 70% du secteur mobile mondial. Bon, à tous les cas, Linux est quand même un système qui est ultra répandu sur serveur, et donc chaque faille peut avoir des conséquences catastrophiques. Alors c'est vrai que quand on en trouve une qui permet de passer en God mode facilement et qui affecte à peu près toutes les distributions depuis 12 ans, eh bien on serre les fesses. Alors PwnKit, il s'appelle comme ça parce qu'il affecte Polkit, qui est en fait un module qui gère les policies, donc Polkit, Policies Kit. C'est une vulnérabilité découverte par Qualys, qui est extrêmement dangereuse, mais qui heureusement ne peut pas être utilisée à distance. Enfin, disons pas pour donner l'accès au serveur directement, il faut déjà être logué sur le système pour l'exploiter, donc il faut d'abord trouver un accès, puis par notre moyen, et ensuite tu peux éventuellement l'utiliser pour avoir tous les privilèges. Alors évidemment, c'est une distinction qui est très importante parce que sur Mac, justement, par exemple, le malware DazzleSpy qui a été découvert récemment est beaucoup plus direct. Donc DazzleSpy, c'est un petit peu la Rolls des malwares. Après, c'est normal. Les Macintosh sont des machines luxueuses et racées, n'est-ce pas? Elles méritent un malware conforme à leur standing, c'est tout à fait normal. C'est le rançon du succès. Oui, et donc DazzleSpy, on n'est pas déçu avec, puisque bon, il permet de faire absolument ce qu'on veut sur sa victime, les derniers outrages, exécuter des commandes, siphonner toutes les données, récupérer les frappes clavier, faire de l'écoute avec le micro, capturer l'écran, la totale. Et en plus, c'est un malware unique, c'est-à-dire qu'il ne cible que les Mac. Il est le seul de sa famille, il n'y a pas de version PC ni rien, il se transmet par un seul site web connu, et il passe par une faille WebKit qui est provoquée par un programme JavaScript de plus de 1000 lignes, et qui permet de corrompre la mémoire et d'exécuter une seconde attaque qui exploite une autre vulnérabilité de macOS pour avoir les privilèges Mac, et télécharger et dissimuler le malware. Donc DazzleSpy, c'est d'une sophistication vraiment impressionnante, et surtout d'une spécificité effrayante, puisque la seule manière connue de le choper, c'est de visiter un site web hongkongais pro-démocratie, soi-disant. Donc, un malware aussi élaboré que ça coûte quand même vraiment cher, c'est beaucoup de travail, et c'est pas du tout un ransomware, ça rapporte pas un clou, et ça concerne une cible extrêmement resserrée. Donc c'est clairement un outil d'espionnage assez effrayant, très vraisemblablement soutenu par un État, je me demande bien lequel.
Qui pourrait bien avoir intérêt à aller embêter les soutiens de Hong Kong en cette période, va savoir. Évidemment, on n'en sait rien, on ne peut que supputer. Tiens, pendant qu'on parle justement de Chine, on sait qu'il y a évidemment une mainmise de la part du gouvernement chinois sur ce qui peut être échangé, sur les opinions et parfois les différents messages qui sont portés auprès de la population. Et ben, je l'avais pas vu venir, Guillaume, mais a priori, ça toucherait même les films. En fait, ça touche toujours, enfin, je veux dire, il y a souvent, si tu veux, des scènes coupées dans les versions chinoises, c'est relativement courant. Mais là, ça va plus loin avec Fight Club. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu une anecdote, hein, c'est pas vraiment une news tech, mais c'est quand même marrant. Donc, Fight Club, c'est un film de 99, j'en reviens pas. Ça me paraît pas du tout avoir 23 ans, quoi. Je sais pas si ça vieillit, hein, faudra que je le revoie. Moi, j'ai commencé à avoir des coups de vieux quand on faisait les chroniques des composants rétro de l'été, voilà. Mais effectivement, ça fait toujours un petit peu mal de s'en rendre compte. C'est terrible. Enfin, bon, faudra que j'ai pas vu depuis longtemps, faudra que je le revoie avec mon œil acéré d'homme mûr, hein, dans la force de l'âge. Maintenant, bon, c'est quand même un classique, et tu te souviens peut-être de comment ça finit d'ailleurs. Alors je sais plus, il y a pas une histoire de multiples explosions. Oui. Alors sans spoiler, hein, pour ceux qui l'auraient pas vu. Système. Ouais, c'est ça, c'est renversement du système. Donc sans spoiler, ceux qui l'auraient pas vu, Edward Norton, ça va avec plein de buildings qui explosent derrière. Voilà, et c'est son œuvre à lui évidemment. Et bien en Chine, Tencent, qui distribue le film, a trouvé que c'était pas très convenable comme fin. Alors au lieu de ça, il y a une coupure avant que ça explose. Et un plan noir et un message: la police a rapidement déjoué les plans des criminels qui furent tous arrêtés avant que les bombes n'explosent. Et que Tyler était envoyé en asile psychiatrique. Et là, c'est quand même fort. Parce que non seulement il y a scène coupée, mais la narration est carrément altérée. L'histoire est même ébranlée, parce que Tyler, il aurait beaucoup de mal à aller en asile psychiatrique. Donc, t'es tout seul. Donc, bon, là, on est au-delà de la censure, quoi. On réécrit le truc. Alors, ça n'a pas été bien pris, parce que, bon, faites pas d'illusions, même en Chine, il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu Fight Club Occidental Cut, avant de voir le Tencent Cut. Et bon, c'est quand même un petit peu fort. Après... Faisons un monde honorable dans ce genre de cas, et souvenons-nous que Disney était quand même allé jusqu'à rajouter des cheveux de synthèse pour cacher les fesses de Daryl Hannah, ou à couper des scènes, ou à couper des scènes sur le Blu-ray de Toy Story 2. Donc... J'ai aussi appris dans le cadre de la préparation de cette émission qu'il y a un épisode des Simpsons qui n'est pas disponible sur Disney+ en Chine. Guillaume, je ne sais pas si tu le savais, c'est l'épisode 12 de la saison 16 et en gros la famille Simpson sera en Chine pour y adopter un enfant. Alors, je suis pas du tout un spécialiste des Simpsons, peut-être qu'il te parlera beaucoup plus que moi, mais ils vont enfin bref, il y a des éléments qui les embêtent et c'est le seul épisode qui est censuré. Alors du coup je me suis dit c'est marrant qu'il y en ait qui est que celui-ci, c'est vraiment que c'est trop explicite. Pourtant la culture, tu vois, quand on voit ce qui est propagé par la fin de Fight Club, j'imagine qu'il y a beaucoup d'éléments satiriques dans Simpson qui pourraient faire l'objet de censure. Je sais pas trop comment ils font leur choix de censurer certains trucs ou pas. Tu sais, il y a des fois... Probablement sur la base de signalements individuels, hein, d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'il y a des trucs qui passent. Je sais pas trop. Par contre, bon, après, le fait que ce soit un dessin animé, ça doit quand même être un petit peu, tu vois, il doit être peut-être un petit peu plus tolérant, je sais pas. Peut-être. On va terminer sur des records pas forcément glorieux, Guillaume, parce qu'il semblerait que 2021 ait définitivement été extrêmement fructueux en matière d'attaques, de scams par les réseaux sociaux. Oh, super année. On parle beaucoup de hacking, de piratage ultra sophistiqué, de vulnérabilité subtile de nos systèmes ou de nos machines adorées. Enfin, faut pas oublier que le principal point faible, il est quand même entre la chaise et le clavier. Hein. Et ça, les arnaqueurs, ils l'ont pas oublié. D'autant qu'ils ont désormais un outil d'une puissance absolument fantastique dont leur papy arnaqueur n'aura pas osé rêver, hein, les réseaux sociaux. Alors, d'après la FTC, en 2020, 258 millions de dollars auraient été dérobés via des arnaques sur les réseaux sociaux. En 2021, c'est 770 millions qui auront été volés. Donc c'est une hausse assez spectaculaire des arnaques, et qui est due pour un tiers à des arnaques à la crypto-monnaie. Bon, ça c'est fait. Crypto, c'est bon. Mais attention, il y a aussi plus traditionnel. Les arnaques romantiques. Voilà, le type, hein, c'est une jeune fille plutôt giron nous fait une demande d'amis, soi-disant parce qu'elle est aussi fan de South Park que vous. On discute, on flirte, on demande un petit coup de pouce en liquide, et puis on disparaît à tout jamais. Classique aussi, le produit qui n'existe pas, mais que tu peux acheter quand même via une pub Facebook. Alors quand je dis réseaux sociaux, en fait, la FTC parle quasi exclusivement de Facebook et Instagram, en l'occurrence. 9 fois sur 10 pour les produits fantômes et 1 fois sur 3 pour les romances fantômes. Mais c'est des menaces fantômes qui sont pas du tout fantômes, elles, par contre, les menaces, hein, puisque ça ne concerne pas que Facebook et Insta. Et les trucs à la mode, de toute façon, attirent les arnaques comme des mouches qui sont attirées par... vous voyez quoi. Et bon, comme les cryptos, les NFT sont un domaine de choix.
Le nombre de scams sur Discord qui impliquent des NFT fantômes, qui n'existent pas et n'existeront jamais, est énorme. Sans compter les NFT qui sont des contrefaçons d'artistes qui sont pas au courant d'ailleurs qu'ils ont fait des NFT. Donc, le site OpenSea lui-même le confirme en fait. Il limite désormais le nombre de NFT qu'on peut minter sans commission sur la plateforme à 50. Alors, dans ce cas, la commission est payée par l'acheteur, d'ailleurs, c'est pour ça. Et la raison elle est simple, c'est que plus de 80% de ces NFT gratuits, entre guillemets, créés sur OpenSea, donc, sont des plagiats ou des fraudes. Et si on regarde le site LooksRare, qui est un concurrent d'OpenSea, les analystes de CryptoSlam ont détecté dessus un volume de transactions artificielles de 8 milliards de dollars. Alors, c'est le principe des wash trades. Wash trades, c'est assez simple. Vous avez plusieurs comptes, donc plusieurs comptes en crypto, plusieurs comptes, voilà, et vous achetez à vous-même des NFT. Donc tu t'achètes à toi-même, tu t'en rachètes, évidemment tu t'en fous. Tu fais gonfler le prix. Et bon, tout ça fait gonfler le prix au fur et à mesure, et ça fait croire que les NFT sont super demandés, super précieux. Évidemment, cela concerne en priorité les NFT qui n'ont pas de royalties sur les reventes. Donc voilà, il y en a plein, et Meebits, Terraforms et CryptoFunks par exemple, qui totalisent entre 250 millions et plusieurs milliards de dollars en volume de transactions artificielles. Bien que techniquement, ça en soit pas vraiment, c'est clairement ciblable à de l'arnaque, puisque le prix est artificiellement gonflé aux hormones. Donc voilà, faut être très prudent. La FTC donne un conseil frappant d'ailleurs, puisque elle dit que si possible, il faut refuser aussi le ciblage publicitaire, parce que le ciblage est un outil pratique pour les arnaqueurs, parce qu'ils peuvent l'utiliser activement pour trouver des cibles réceptives à leur truc. Bon, ouais, oui, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement que c'est faux. La vie manque de magie, je sais, mais c'est pour ça que la poésie est si belle. Oh, c'est beau. C'est beau. On dit effectivement qu'il y a que Facebook et Instagram. Enfin, et c'est les seuls cités, on va dire. Je suis convaincu qu'il y a des torrent aussi d'arnaques, notamment sur TikTok. Je suis estomaqué. Oui, moi, Guillaume, qui a un compte TikTok. Alors, n'allez pas vous jeter sur mon compte TikTok parce qu'il y a absolument rien à voir. Par contre, je peux te garantir que dès que tu as un compte TikTok, au bout de quelques temps, tu as des jeunes filles qui viennent te suivre et t'envoyer des messages. Ça va très vite. Il y en a tellement sur Telegram aussi. Il y en a même sur Skype. Il y en a beaucoup moins sur Skype, mais il y en avait aussi à un moment. J'étais harcelé par des groupies, quoi. C'était. Et là où je suis très étonné, sur Discord, je pense que le fait d'être sur des serveurs comme ça et de pas avoir forcément de profil aussi emblématiquement public que sur les autres réseaux sociaux fait qu'on est moins embêté. Ou alors peut-être que je suis pas un assez gros utilisateur de Discord. Vous allez peut-être me contredire dans les notes, dans les commentaires de l'épisode sur techcafé.fr. Bon, on va changer un petit peu de rubrique pour avoir une compilation de différents errements et de décisions fluctuantes dans le domaine de la tech. Alors tu parlais du coup de tout ce qui est NFT, de crypto-monnaie, ça le vent en poupe forcément, mais là c'est un gros sujet qu'on va remettre sur le devant de la scène, c'est celui des crypto-monnaies de Meta, de Facebook, donc avec les Diem. Qu'est-ce qui se passe? Facebook jetterait-il l'éponge, Guillaume? Ah, Diem, les prix Libra, tout ça. Vous vous souvenez, on a reparlé régulièrement du projet Libra de Facebook, et donc c'est ce stablecoin devenu un an plus tard le projet Diem, avant de devenir une espèce de rêve vaporeux qui devenait de plus en plus immatériel au fil des mois et des années, même depuis son annonce, puisque c'était quand même pour 3 ans déjà. Donc ça devait être une monnaie mondiale. 3 ans. Et dis donc, on prend un coup de vieux ce soir, entre le... Comme le temps passe. Comme le temps passe, mon pauvre Guillaume. Et ouais, ça devait être une monnaie mondiale, ça devait révolutionner notre quotidien, ça devait même détrôner Monero pour les gangs de ransomware. Facebook, à l'époque, avait de grandes ambitions, et de grandes ambitions viennent souvent de grandes complications administratives. Et donc les gouvernements se sont immédiatement penchés sur la question, la pression a augmenté, elle a commencé à monter de plus en plus, à tel point qu'il y a pas mal de monde qui a quitté le navire. À l'époque, Visa, Mastercard, eBay, déjà, c'était barré. Bon, le principal restait, Facebook aurait eu entre les mains une monnaie, un wallet, une infrastructure, une plateforme commerciale, bref, beaucoup de pouvoir pour une seule boîte. Beaucoup trop même. Donc la Réserve fédérale s'est montrée très réservée, effectivement, concernant Diem. D'après Bloomberg, Meta était prêt à jeter l'éponge, et l'association Diem cherchait à trouver une nouvelle maison à ses ingénieurs orphelins, et hier ça s'est confirmé en fait. Meta revend tout, il a revendu la propriété intellectuelle de Diem à Silvergate Capital Corporation, donc c'est un fonds d'investissement je crois, pour un montant de 182 millions. 50 millions en cash, le reste en actions, et Silvergate Capital aurait probablement un projet de stablecoin, donc utiliser la propriété intellectuelle de Diem pour ça. Donc Diem ne verra jamais le jour sous l'égide de Facebook, peut-être le verra-t-on apparaître sous la forme d'un stablecoin Silvergate, mais de toute façon, sans la puissance de la plateforme derrière, ce sera vraiment pas pareil, quoi.
Il y avait déjà des acteurs de poing qui s'étaient désengagés assez vite parmi les premiers partenaires. Ça sentait déjà pas très très bon assez vite. Finalement, c'est clairement un projet qui est mis de côté. C'est quand même soudain, je dirais, comme abandon de la part de Meta. Et j'ai l'impression qu'ils veulent aller à fond dans le métavers, pour le meilleur et pour le pire. Crypto-monnaie toujours. On disait dans le précédent épisode, Guillaume, que la Russie était moyen chaude sur le Bitcoin et prenait peut-être un chemin similaire à celui de la Chine de bannir cette crypto-monnaie. Et finalement, peut-être qu'on allait un peu vite en besogne là-dessus, non ? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est la section du oui mais non, mais oui mais Forcément. non, mais je sais pas, mais oui, bon. Donc là, interdira pas, je sais pas, Poutine, comme il sait si bien le faire, souffle le froid sibérien et la chaude brise iodée de Sochi sur les crypto-monnaies, et le Bitcoin en particulier, puisque voilà, la Banque centrale du pays préconise de le limiter fortement, ça on l'a dit la semaine dernière. Et Poutine, lui, cette semaine, il a dit que tu n'étais pas nécessairement contre. Voilà, il est plutôt pour une plus forte régulation, parce qu'il mentionne quand même qu'il y a des gros risques liés à la volatilité, et surtout une taxation sur les cryptos, qui leur permettrait de valoriser un petit peu tout leur potentiel comme ça pour le pays. Parce que c'est quand même la 3e puissance du minage, la Russie. Donc tout va se jouer dans le détail, en fait, de l'implémentation des règles pour les cryptos en Russie, parce que ça reste toujours très flou tout ça, et le flou général règne dans le monde entier quasiment, puisque je veux dire, au niveau mondial, c'est le bordel. Par exemple, en Inde, on comprend plus rien. Je veux dire, les recettes en crypto et pour les NFT seront taxées de 30% si on en croit le ministère des Finances. Or, en décembre dernier, on parlait d'un projet de loi qui visait à bannir les cryptos et à favoriser une CBDC. Donc, écoute, je sais pas, on suivra ça de temps en temps, des fois qu'il y a des trucs clairs qui émergent de temps à autre. Je sens que ça va être un foutoir et qu'il va falloir prendre point par point chacune des infos qui se dévoilera à nous sur ce sujet, effectivement. Un autre errement, alors là c'est tout approprié à cette intention de rubrique, Guillaume, c'est le rachat d'armes par Nvidia, dont on avait vu être une forme de point marquant dans l'histoire de la tech. Et là, pareil, Nvidia jetterait l'éponge, Guillaume. Ouais, là c'est achètera pas, puisqu'après avoir insisté assez lourdement sur l'importance capitale de son rachat d'armes pour l'innovation et le bien de l'industrie et de l'humanité tout entière, Nvidia semble se préparer à lâcher le morceau. Bon, c'est encore d'après Bloomberg, Nvidia semble surtout s'attendre à un refus de la part des autorités de la concurrence, et par là je veux dire toutes, la FTC aux États-Unis, la CMA en Angleterre, l'Union Européenne et même la China Antitrust Authority. Donc à peu près personne n'est chaud, voilà. Et le propriétaire d'armes, donc SoftBank, se préparait à lancer une offre publique d'achat. Donc officiellement, Nvidia y croit encore et persiste dans son rêve, mais c'est un rêve qui semble de plus en plus incertain. Ça c'est quand même dingue, tu te rends compte quand on avait commencé à parler de ce sujet, quelque part, bon on savait qu'il y aurait des validations de la part de régulateurs etc, mais ça semblait engagé quand même, et petit à petit le truc c'est vraiment désamorcé étape par étape jusqu'à ce qu'on en arrive là maintenant début février 2022 à ce que ils abandonnent. Bon oui clairement je pense que les régulateurs avaient clairement donné la couleur. Un autre errement c'est celui de Google, puisque vous le savez Google qui tire très largement ses revenus de la publicité avait annoncé mettre fin au ciblage par cookies, et donc Guillaume, si on met fin au ciblage avec des cookies quand on est un acteur du web, il faut qu'on trouve une solution. Alors c'est quoi la solution vers laquelle s'oriente Google du coup ? Écoute, en même temps, là, oui, Google hésite pas vraiment en fait, c'est juste qu'il est obligé d'hésiter, de choisir différents trucs parce que ça se passe pas bien, parce que Google veut vous cibler. Oui, c'est son métier, c'est pas le seul, mais c'est le plus gros acteur du secteur. Faut bien vivre. Évidemment, ces dernières années, le ciblage publicitaire a plutôt mauvaise presse et Google essaye de modifier ses méthodes pour sauvegarder son cœur de métier, tout en ménageant la vie privée, voilà, une histoire de chèvre et de choux, tout ça. D'ailleurs, l'origine de cette expression est marrante, parce que seuls les ancêtres qui utilisent encore des gifs animés utilisent encore cette expression-là. Et en fait, ça vient d'un algorithme. C'est l'histoire d'un mec en barque. C'est un mec en barque qui doit faire traverser une rivière à une chèvre, un loup et un chou. Ah oui, ça me dit quelque chose cette énigme-là, oui, effectivement. Et la question, c'est de savoir comment faire pour qu'il n'y ait aucune victime. Sachant que si tu mets en présent la chèvre et le chou, ou la chèvre et le loup, il va y avoir du sang, ou du jus de légumes. Mais bon, bref, c'est pas très compliqué, évidemment, il suffit de faire traverser la chèvre d'abord. Mais du coup, ménager la chèvre et le chou, c'est avant tout résoudre un problème. Et c'est pas vraiment péjoratif, en fait. Mais bon, il résoudre un problème, c'est ce que tente de faire Google avec le ciblage, en essayant de ménager vie privée, efficacité du ciblage et facilité d'implémentation aussi, évidemment. Donc, lui, il avait déjà proposé Flock. On avait déjà revenu dessus quelques fois. Bon, on rappelle, c'est au lieu de cibler les individus, on groupe les gens par similitude entre leurs centres d'intérêt, en cohortes, et on cible les cohortes.
Alors malheureusement, les cohortes, il peut y en avoir énormément en fait. Et elles peuvent être même très très petites. Et donc une analyse statistique peut faire remonter beaucoup d'infos, en particulier si tu as à la fois les données Flock et si tu contrôles aussi le navigateur qui les pond. Puisque la solution essentiellement consiste à charger le navigateur de faire le boulot de traçage. C'est lui qui analyse ton comportement pour qu'il soit ensuite associé à une cohorte. Au lieu que les annonceurs vous connaissent via les pubs des sites sur les sites qu'ils sollicitent, et pas les autres, là, les données sont globales. C'est-à-dire, tout site peut avoir accès à une ID Flock générée via la totalité de ton comportement en ligne. Et les Flock IDs sont nombreuses et peuvent encapsuler des infos sensibles. Donc, à peu près tout le monde était contre. Contre Flock, l'EFF était contre, Mozilla, Brave, Apple n'a jamais eu l'intention de l'implémenter, semble-t-il. Donc, oui, alors, il faut quand même dire aussi que le cookie, il est en train de mourir en fait. La plupart des navigateurs peuvent le bloquer automatiquement, et Flock, c'était aussi perçu comme une manière pour Google de conserver le contrôle, malgré tout. Donc Flock est abandonné du coup là par Google, puisque personne n'en veut, et il lance une nouvelle possibilité, un nouveau projet qui s'appelle le Topics ID, qui fonctionne comme son nom l'indique par topic, c'est-à-dire par sujet, donc ici des centres d'intérêt. Et ces centres d'intérêt, ils sont en nombre limité. En fait, il y en a 350 et ils sont plutôt larges. Ça fait pas beaucoup. C'est ça, du coup, c'est assez large, tu vois, ça fait genre natation, billard, cuisine, finance. C'est quand tu les recoupes qu'ils deviennent puissants d'ailleurs. Individuellement pris l'un versus l'autre, ok, mais si tu recoupes plusieurs thèmes, j'imagine que tu peux effectivement être affiné, mais est-ce que c'est suffisant ? Là, tu seras dans un topic ID, quoi. Donc, en fait, tu seras billard, cuisine, finance, alcoolisme. Non, justement, pas alcoolisme. Parce que le but, c'est d'avoir rien de sensible dans les topics. Étant donné ces sujets, le navigateur va là aussi devoir analyser ton comportement, l'associer à divers topics. Les topics seront communiqués au serveur Google lors de ta visite sur un site pour qu'une pub adaptée soit affichée. Donc par rapport aux cookies, ça va être une amélioration quand même. De toute façon, les cookies vont disparaître de Chrome en 2023. Il faudra bien les remplacer par quelque chose. Reste à voir si les internautes restent tolérants à toute forme de traçage, quelle qu'elle soit, voire de surabondance de pubs, parce qu'il y a quand même beaucoup de pubs sur Internet, je sais pas. Puisqu'on est avec Google, mentionnons aussi rapidement, puisque il n'y a pas grand chose à dire, mais mentionnons qu'ils viennent de se rendre compte qu'il existait des tablettes sous Android. Google. Oui. Et oui, après l'avoir complètement occulté depuis 10 ans, Google semble à nouveau s'intéresser au sujet. Il recrute des gens en mentionnant que le futur des ordinateurs passe par des tablettes plus puissantes. Comme en 2011. Je suis un petit peu méchant, pas tant que ça, mais Google développe aussi Android 12L pour les tablettes et les machins pliants. Donc on verra bien si cette fois il s'intéresse au sujet plus de 10 minutes. La réaction rigolote, ce serait de dire que peut-être, Guillaume, on pourrait renommer Tech Café en tablette café. Ce serait quand même assez original. La deuxième réflexion, c'est que je suis convaincu quand même que les mouvements qui sont dessinés par ces boîtes-là à plusieurs années autour des appareils pliants est assez ambitieux. Je pense que même si on n'a pas encore eu dans toutes nos chaumières des appareils pliants, il se pourrait bien qu'à l'avenir, on en voit arriver. Je suis convaincu que c'est une composante dans cette décision qui va peut-être durer effectivement quelques mois jusqu'à ce qu'ils reviennent en arrière, va savoir. Un petit mot, Guillaume, sur un conflit qui voit s'opposer l'Europe et Intel et quelque part une issue à ce conflit. Dans la série Oui mais non, à chaque fois qu'il y a une annonce choc sur un amende ou un rachat, évidemment on en parle. Je veux dire, et si on avait été là il y a 12 ans, on vous aurait parlé évidemment de l'amende de 1,2 milliard de dollars qu'Intel s'est pris, parce qu'entre 2002 et 2007, il faisait des prix aux intégrateurs qui utilisaient de l'Intel dans au moins 80% de leurs produits. Il était même allé jusqu'à payer certains fabricants pour retarder des livraisons de machines AMD, pour lui laisser un boulevard en fait, pour sa marque à lui. À l'époque, la Commission européenne avait conclu que c'était problématique, qu'Intel, grosso modo, paye des gens pour pas utiliser AMD. Et Intel a fait appel, évidemment. Il avait même dit que ce jugement violait ses droits humains. Et oui, madame, messieurs, Intel est un être humain, comme vous, nous, comme moi. Quand on le blesse, il saigne, mais avec du sang bleu. L'appel a été rejeté en 2014 sans trop de surprise, mais coup de théâtre. Ça aurait été un coup de théâtre si l'affaire avait pas refroidi depuis 8 ans. Mais coup de théâtre, on va dire, finalement, non. Finalement, la Cour européenne aurait procédé à une analyse économique erronée. Comme il a fallu 12 ans pour s'en rendre compte, ça devait pas être évident quand même. Donc en gros, elle n'aurait pas été capable de fournir des preuves suffisamment tangibles d'abus de position dominante. Alors on continuera à vous relayer bien sûr les gros titres des amendes à milliards, pour rester conscient quand même que c'est pas parce qu'on est condamné à payer qu'on va payer demain, voire jamais. Et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont pris des grosses prunes dernièrement, n'est-ce pas Google ?
Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que les intentions d'Intel de construire des infrastructures peut-être en Europe, etc., peut jouer en leur faveur sur ce genre de choses, ou est-ce que c'est trop théorie du complot? Non, là c'est trop théorie du complot. Je m'avancerai pas là-dessus, mais on va pas aller sur ce terrain. Non. Non, très bien. Allez, on va conclure cette rubrique avec un acteur parfait pour incarner ce oui, mais non, mais peut-être, mais ou bien. C'est Epic, Guillaume. Ouais, on a fini sur un procès, on finit sur un autre procès, encore un procès perdu dans les cours, mais gagné dans les cœurs. Parce que oui, Apple contre Epic, oui, Epic a globalement perdu son procès, et le peu qu'il a gagné, et d'ailleurs est largement contesté par une pomme qui se fait âpre, qui se fait acide, c'est une vraie Granny Smith, pas mûre. Mais bon, voilà. J'aime bien les Granny Smith. T'aimes bien les Granny Smith? Mais c'est vrai que ça acide. Ouais, je préfère les Pink Lady. Mais bon, bref, l'idée qu'Apple devait donner du mou, ouvrir sa plateforme au store alternatif, c'est quand même un truc qui fait son chemin et pas seulement chez Epic. Bon, déjà, Epic a reçu le soutien de l'EFF et de Microsoft qui soutiennent que la décision du juge n'est pas juste. Et il y a quand même 35 procureurs généraux d'autant d'États américains qui sont d'accord. Donc Apple reste confiant. Son argument massu, de toute façon, c'est la sécurité, comme d'habitude. Et tous ces soutiens, évidemment, ne présument en rien les chances d'Epic au prochain procès. Bon, après, il n'y a pas que chez les juristes que ça bouge. Apparemment, près de 84% des développeurs sont favorables à une loi qui réduirait la puissance des App Store ou de Google et Apple. Pour les 30% de commission étant bien sûr probablement au centre des préoccupations. Mais bon, alors ce sondage, pour intéressant qu'il soit, a quand même été commandé par The Coalition for App Fairness, c'est-à-dire le lobby derrière Epic. Bon, il n'a pas été effectué par eux directement, il a été effectué par ClearPath, il a concerné 190 devs, soit pas tant que ça non plus. Donc, faut relativiser un petit peu ces chiffres. C'est dommage qu'on n'ait pas des trucs un peu plus indépendants sur des échantillons plus costauds. Évidemment, intuitivement, j'aurais tendance à penser que ça reflète quand même l'opinion de pas mal de gens. Mais bon, je suis pas non plus complètement impartial, donc faudrait voir. Allez, on va passer à une rubrique jeux vidéo. Vous savez qu'on aime bien avoir cette petite rubrique qui nous permet de relier quelques sujets de la tech avec les jeux vidéo en fin d'épisode de Tech Café. Forcément, un sujet qu'on aime bien, c'est celui des NFT, qu'on aime et qu'on aime détester peut-être quelque part. Allez, un petit point d'actu avec Ubisoft qui a très très bien choisi son orientation stratégique en matière de NFT et peut-être qu'on n'est pas à la hauteur de leur stratégie et de leur vision, Guillaume. Ubisoft a lancé Quartz, ces machins cosmétiques en NFT, et au mieux tout le monde s'en fout, et au pire on lui jette des cailloux, globalement. Alors du coup, Nicolas Poire et Didier Genevoix, qui sont respectivement directeur stratégique et directeur technique blockchain, donc ils sont à l'origine du truc en gros, ils ont donné une interview dans Finder. Une interview longue et que j'ai eu vraiment la flemme de lire et j'ai laissé Kotaku le faire pour moi, je vous avoue. Mais en gros, ils défendent les NFT en disant que ça amène la possibilité aux joueurs de revendre leur merdier, ce qui ne nécessite pas vraiment de NFT pour des jeux qui de toute façon ne seront jamais autre chose que les titres Ubisoft, mais passons. Les joueurs penseraient, à tort pour eux du coup, que les NFT détruisent la planète et ne sont qu'un outil de spéculation. Bon, sauf que si la revente c'est le principal argument, ça va dans le sens que c'est un outil de spéculation, non, il me semblait, mais bon. Il continue en disant que c'est bon pour les joueurs, mais qu'ils ne le comprennent pas encore. Voilà un argument qui les casse-gueule. Si vous êtes pas d'accord, c'est que vous comprenez pas. C'est vrai que cet argument du si t'es pas d'accord avec moi, c'est que t'es trop con pour comprendre, ça marche très bien. Oui, ça marche moyennement. C'est un argument qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs dans le monde blockchain. C'est un petit peu gênant. Alors comment dire, faut pas prendre les joueurs pour des cons. Je veux dire, là on parle pas de thermodynamique quantique. On parle de NFT. C'est pas si compliqué que ça non plus. Ça va. Vous n'êtes pas les seuls à savoir aligner deux concepts. C'est bon. Donc les joueurs, à mon avis, ils comprennent très bien ce que c'est et surtout, ils comprennent très bien que ça rend pas votre jeu plus intéressant. Donc cette attitude condescendante, c'est le meilleur moyen de se faire incendier. Surtout que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en face, les exemples de NFT dans les jeux vidéo sont pas convaincants, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais quand c'est pas des arnaques complètes. Encore la semaine dernière sur OpenSea, il y avait un soi-disant projet Minecraft qui a vendu pour 1,2 million $ de skins, voilà, des skins, avant de disparaître. Des skins Minecraft aléatoires, assez dégueulasses, avec des NFT dessus, vendus en pitchant un fantasme de système de play to earn sur Minecraft. Absolument pas estampillé sans donner, Minecraft, sans donner le moindre détail technique déjà, et en occultant toute notion de copyright. Étrange quand même. Ouais, ça semble être la tradition dans le monde des cryptos, parce que voilà, demander par exemple à la DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization comme ils disent, demandez donc à la DAO Inuyasha si elle a les droits de Rumiko Takahashi. Moi j'en serais fort surpris.
Mais bon, voilà, c'est fini, quoi. Je sais pas, le monde n'a plus de race, c'est terminé. Bon. Enfin bon, souvenez-vous, il fut un temps où les DLC étaient mal perçus, tu sais, où les microtransactions faisaient débat, où les lootbox crispaient les joueurs. Ouais. Bah apparemment, c'est fini. Chez Ubi, on pense que c'est la nouvelle norme. On pense que la baisse constante de dignité des éditeurs n'a pas de fin, et que mettre des NFT sur des DLC, c'est le futur. Voilà, bah il suffit de leur prouver le contraire. C'est vrai que c'est magnifique de voir à quel point les bonnes intentions autour de certains sujets sont balayées. On continuera à vous en parler. Et puis comme nous, on part pas du principe, comme Ubisoft, que vous êtes trop con pour comprendre, bien loin de là. Je répète ce que je disais en intro, parce qu'encore une fois, on a eu des bons retours et je pense que c'est une bonne base pour comprendre le fonctionnement un peu technique des NFT. Bah, écoutez l'épisode blockchain qui est diffusé depuis quelques jours maintenant. Allez, un petit mot du côté de chez Blizzard. Alors vous le savez maintenant, hein, Blizzard Activision King, cette immense société dont Microsoft a l'intention de faire des rachats. Maintenant, quand il y a des rachats de ce type dans la tech, maintenant il vaut mieux mettre des pincettes parce qu'on sait jamais où ça peut aboutir, même si a priori ça devrait se faire. Et petite parenthèse sur le sujet, hein, l'entité américaine qui va statuer sur le rachat par Microsoft n'est pas celle prévue et a priori c'est peut-être pas forcément la plus clémente en matière de concentration des pouvoirs dans la tech. Bref, on en reparlera j'imagine. Mais Blizzard en tout cas, tenez-vous bien, développe un nouveau jeu et nous a sorti des artworks pour nous donner envie, Guillaume. Ouais. Blizzard aime les défis, hein, ou alors, je sais pas, ils n'ont plus rien à foutre. Parce que quand même, non content d'avoir 3 énormes titres en souffrance, Diablo 4, Diablo Immortal et Overwatch 2, ils annoncent un projet de nouveau jeu qui pourra se délecter de repousser d'année en année pour vous faire souffrir toujours plus. Puisque Blizzard, c'est un archidémon, hein, je sais pas, Diablo, c'est lui en vrai. Il se nourrit de votre peine et de votre désespoir. Oui, mais passons. Donc le jeu en question, c'est un jeu de survie sur PC et console, et puis voilà. Enfin si, attention, on sait d'autres trucs, on sait qu'il y aura des aventures, des histoires, et il y aura aussi des héros. Ça a l'air avancé comme projet quand même, il n'y a pas à dire. Mais alors, je vais faire le relais d'un autre podcast du Rendez-vous Tech de Patrick Béja, l'ami Patrick, où il a donné une explication que je trouvais assez intéressante sur de telles communications. C'est que l'intention serait aussi de faire des recrutements pour des développeurs du jeu vidéo. Bon, d'une part, je pense que c'est un marché qui est assez compliqué, le marché de l'emploi de développeurs dans le monde du jeu vidéo. Il semblerait que ce soit quand même une sacrée crise. Et je pense qu'à la base, quand tu es Blizzard, peut-être que tu avais un petit peu de difficulté ces derniers temps à recruter. Il semblerait que cette annonce se tourne assez directement vers du recrutement. Ce que je comprendrais, parce qu'effectivement, très très vite dans la page, l'unique page qui aborde ce nouvel univers, ce nouvel univers développé par Blizzard, il y a vraiment pas mal d'offres d'emploi, donc ça semblerait cohérent comme intention en tout cas. Mais c'est pas le seul sujet massif dans le domaine des jeux vidéo et des rachats de studios. Il y en a un autre qui fait quelque part plaisir, mais ça montre à quel point c'est un environnement qui va aller dans l'affrontement le plus violent dans les rachats, Guillaume. Ouais, bah oui, non, je vous rassure, on va pas finir le truc jeu vidéo sur cette news complètement rachitique sur Blizzard. On va finir en beauté puisque Sony sort le chéquier et se paye un studio quand même majeur, Bungie. Alors, c'est un gros rachat, 3,6 milliards. Alors évidemment, c'est pas Activision Blizzard. Mais attention, là, c'est juste un studio. C'est pas un éditeur majeur, c'est un studio. Et quand même, c'est pas des moindres, puisque c'est quand même le créateur de la licence Halo. Entre autres, bien sûr, mais quand même, c'est le créateur de la licence Halo qui a fait vendre des Xbox par dizaines de millions. Et c'est toujours un petit peu étrange, d'ailleurs, ce genre de moment, tu sais. Bungie s'est rattaché à Microsoft. Ça l'a été pendant toute la période Xbox 360. Ils ont pondu des Halo, enfin, ils en ont pondu plein jusqu'à Halo Reach, et ils ont toujours cartonné. Et c'est vraiment un truc qui a été très longtemps rattaché à Microsoft. Ils se sont émancipés ensuite, ils ont créé les Destiny, ça fait un moment, mais c'est quand même toujours marrant de voir un studio qui est vraiment autant associé à une marque dans l'esprit, enfin dans la tête, enfin en tout cas dans ma tête, tomber dans le giron de son concurrent direct, quoi. Alors Bungie garderait une certaine indépendance quand même chez Sony, et pas question de rendre Destiny exclusif pour le moment. Après, on sait que Bungie travaille sur une nouvelle licence en cours de développement, et là évidemment tout est possible. Donc voilà, quoi, la saga des rachats est loin d'être finie, quoi. Voilà, je trouve que chaque épisode est rempli d'émotions. En tout cas, les derniers m'ont beaucoup marqué, évidemment. Ce qui est sympa, c'est de voir le move de Sony, qui évidemment va pas rester sur l'unique annonce de Microsoft qui étend les propriétés pour son Game Pass, on imagine. Mais
moi ça me parle pas à titre individuel, Bungie, les titres, même Halo, tu vois, je suis pas du tout un joueur, etc. Donc en fait en soi ça m'a pas autant ému que toi ce que ça a pu t'évoquer. Moi c'est surtout le fait de voir que voilà, ils restent pas les bras croisés, même s'ils ont pas évidemment réagi au rachat de Blizzard d'Activision King pour faire ce rachat là, c'était probablement préparé depuis plus longtemps, mais intéressant de voir qu'il y a encore ces mouvements. La guerre n'est pas terminée. Un dernier mot, Guillaume, est-ce que tu joues à Sutom? Allô? Quoi? Oui. Ah, tu connais pas Sutom? Alors, il faut que je te parle de ce phénomène, Guillaume, parce que oui. Je croyais que c'était Wordle le sujet. Alors, mais justement, alors qu'est-ce que c'est que Wordle? Wordle est un jeu où vous devez tenter chaque jour de trouver un mot. C'est le même mot pour tout le monde, mais le principe c'est le même que Motus que vous connaissez bien à la télé. Et Wordle en français, Guillaume, ça a été adapté pour Sutom. En fait, c'est Sutom en France qui est en gros l'équivalent de Wordle mais en français, auquel je joue chaque jour. Hein. Le mot d'aujourd'hui était pas facile, mais je l'ai eu quand même en 2 coups. Je suis assez fier de moi. Et pour la petite anecdote, c'est des jeux où vous devez donc, comme dans Motus, trouver un mot en suggérant des lettres et faire des propositions. Et puis ça vous dit quelles sont les lettres qui sont présentes dans le mot, etc., etc. Et ce qui est hyper malin, c'est que quand tu as trouvé ton mot, tu peux partager sur les réseaux sociaux ou un groupe de discussion le mot que tu as trouvé. Et ça donne des emojis qui donnent quelles sont les différentes tentatives que tu as faites sans pour autant donner le résultat. Ce petit côté très malin qui surfe sur les communications, sur les réseaux sociaux et sur les emojis a créé vachement de buzz, et donc il y a eu beaucoup d'engouement autour de ces jeux de mots ces dernières semaines. C'était donc Wordle aux États-Unis, et figure-toi que le New York Times rachète Wordle. On n'a pas le tarif, c'est de l'ordre de quelques millions, donc on est très très loin des milliards qu'on évoque dans les rachats de jeux vidéo, mais c'est intéressant aussi de voir que le New York Times qui est un journal, acquiert un jeu qui a beaucoup buzzé, qui est vraiment un jeu mais hyper bidon quoi. Tu te connectes sur le site web, t'as pas de compte à créer, tu n'as pas de notification, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait très plaisir aussi dans ce type de jeu, c'est que tu es très très loin de l'angoisse des interactions sur le web. Ben, je pense que c'est pas mal aussi, ouais, effectivement. Alors perso, je joue pas à Wordle parce que je m'en bats les steaks. Enfin, c'est pas du tout mon genre de jeu, les jeux de Il faut que tu fasses ton petit Sutom chaque jour, il y en a un par jour, Guillaume. C'est ouais, ça voilà, moi ça m'attire pas, j'étais pas fan de Motus, je vous l'avoue. Motus, comment tu as pu ne pas être fan de Motus? C'est toute mon enfance. C'est vrai que moi, le phénomène Wordle, je suis passé mais complètement à côté. Ouais. Mais bon, ouais, je veux bien comprendre que ça puisse évidemment être fun pour si t'aimes ça, quoi. Et puis, je pense effectivement que le fait que ce soit très accessible et qu'il n'y ait pas encore une fois secret de compte, tu vois, que tu puisses jouer de manière aussi simple que ça c'est, à mon avis, c'est un bel argument, je pense. Ou peut-être même au-delà. Bon, évidemment, il y a le côté social, hein, forcément, qui fait tout. Qui moi m'attire pas non plus bien entendu puisque je suis un gros asocial, mais en fait je pense que oui, le fait qu'il y ait une grosse accessibilité et qu'il n'y ait pas toute cette friction liée à la création de compte, et tu crées un compte et tu donnes tes emails et tu dois choisir un mot de passe, et le mot de passe il doit faire plus de 6 caractères et il doit contenir une lettre en majuscule, minuscule, des caractères alphanumériques, etc. Bon. Tout ça, je pense que ça joue beaucoup parce qu'il y a une vraie fatigue, j'ai l'impression, dans tous ces identifiants, tous ces comptes et tout ça. C'est peut-être rafraîchissant pour une fois de pouvoir jouer un petit peu en ligne sans rien avoir, quoi. Bah, tu branches très très bien une préconisation que je voulais vous faire en fin d'épisode justement, qui va directement dans la continuité de ce que tu dis, Guillaume. Vous êtes nombreux et nombreux, notamment sur le serveur Discord de Tech Café. Vous en avez à plusieurs reprises parlé, et puis vous me l'aviez mentionné à plusieurs reprises. Je suis activement maintenant le podcast Le Code a changé, qui est diffusé sous l'enseigne France Inter, mais que vous retrouvez dans n'importe quelle app de podcast, que je trouve toujours bien construit. Les épisodes sont très bien montés, c'est très bien documenté, et les personnes qui interviennent sont souvent très intéressantes. Et le dernier épisode que je n'ai pas fini, je te donne le titre, Guillaume, c'est Pour un Internet bête, une critique de l'intelligence en informatique. Et non, ça ne parle pas spécifiquement d'intelligence artificielle, ça le mentionne, mais vraiment il est question de cette espèce de, entre guillemets, intelligence et de cette couche interaction qu'on trouve sur le web, et ça promeut évidemment, ça va une fois de plus dans cet épisode ne pas nous rajeunir, Guillaume, mais promouvoir ces interactions qu'on avait sur des pages web que tu pouvais aller consulter sans trop d'algorithmes. Ah, nostalgie. Merci beaucoup pour votre fidélité en écoutant Tech Café semaine après semaine, et même quand vous écoutez en plus les épisodes week-end, ça fait évidemment très très plaisir d'avoir vos retours. N'oubliez pas une fois de plus que vous pouvez retirer la pub du podcast si c'est pas déjà fait, et même profiter du chapitrage des épisodes avec un flux privé, un flux vraiment personnel qui est dispo sur Patreon, patreon.com/techcafé.
Je vous invite également à aller découvrir Relife, R-E-L-I-F-E. C'est un autre podcast dans lequel vous pouvez entendre ma voix aux côtés de mon ami Matt. On parle de développement personnel, de productivité. On sera évidemment ravis de vous y accueillir si vous voulez écouter un petit peu plus de podcasts. Il est grand temps de vous rappeler où on peut nous retrouver. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Bah, je sais pas, hein. Est-ce qu'on reste sur Spotify avec Joe Rogan, on fait quoi? Mais tu sais qu'on est présent, oui, sur Spotify. En plus, allez mettre 5 étoiles si vous nous écoutez sur Spotify. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est important. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, de temps en temps, peut-être un petit peu sur Twitch, hein. J'avais testé des streams à 21h le dimanche en décembre, j'avais bien aimé, j'avais tâtonné, j'avais dû m'équiper de plusieurs petits outils comme ça, donc je vais probablement continuer. J'ai notamment fait, Guillaume, tiens-toi bien, pour la première fois en vrai, dans des conditions réelles, du Among Us que je n'ai pas streamé, mais que j'ai fait dimanche soir dernier. Je me suis éclaté, oui, des années après tout le monde, j'ai vraiment joué activement à Among Us, mais c'était vraiment très cool. Et il y aura probablement d'autres participations de ce type qui seront pour cette fois-ci streamées. Donc rendez-vous sur twitch.tv/Guillaume Vendée. En attendant, on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.